Merci d'être venus quand même très nombreux pour assister à cette conférence organisée par la Société d'émulation du Bourbonnais. Cette conférence porte sur les façades occidentales des églises romanes, le modèle bas-auvergnat. Mon exposé comportera trois parties. Une première partie où j'aborderai le Wetzwerk, un édifice occidental de la période pré-romane, puis la façade occidentale et le principe d'architecture de la période romane, celle qui nous intéresse particulièrement. En deuxième partie, je vous ferai part de l'état de mes recherches qui ont conduit à la définition d'un schéma conceptuel. Je vous montrerai des exemples d'application. Dans une troisième partie, je vous montrerai une étude générale sur l'ensemble des églises romanes et je conclurai. C'est au cours de la période pré-romane qu'a eu lieu ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Sa durée a couvert les trois périodes des empereurs Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve. On peut parler vraiment de renouveau culturel. Charlemagne a souhaité revoir d'une façon approfondie la culture en instituant des documents écrits grâce à l'invention de la écriture caroline et aussi à la restauration du latin. Pour vous donner une idée, au cours des 7 premiers siècles, on a recensé 1800 écrits, alors que pendant la période de la Renaissance carolingienne, on a dépassé les 7000. Mais il y a aussi un autre renouveau, celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le renouveau de l'architecture. Là, il y a un essor exceptionnel de la construction, c'est pas moins de 27 cathédrales, 417 abbayes et une centaine de palais qui ont été construits. Les églises abbatiales ont vu naître un édifice en façade occidentale qu'on appelle le Wetzwerk. C'est un mot germanique ou allemand qui veut dire ouvrage de l'Ouest. C'est-à-dire en fait un édifice occidental ou un massif occidental. Le Wetzwerk carolingien, c'est une construction imposante. Elle est indépendante de l'église parce que, en fait, elle est accolée à la nef. Cette construction comporte un porche et des tours. En fait, le visage de l'église montre sa sacralité, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, la porte d'entrée, la porte d'honneur pour accueillir le souverain. Le premier Wetzwerk est apparu dans la Somme, à 30 km d'Amiens, à l'abbaye de Saint-Riquier-Saint-Tulle. Charlemagne a voulu construire une grande abbaye. Il l'a payée de ses propres deniers et il a demandé à son gendre, Gilbert, d'en surveiller la construction. Et le premier Wetzwerk, on n'en a pas beaucoup de descriptions. C'est un moine, Ariulf, du XIe siècle, qui était moine à l'abbaye de Saint-Riquier-Saint-Tulle, qui a écrit un texte, en latin évidemment, et qui a expliqué comment était organisée l'abbaye, où on voit qu'on a bien 3 églises, une première église de Sainte-Marie, une seconde église Saint-Bénédicte, et puis l'église de Saint-Riquier, qui est en fait l'église abbatiale. On a pu tirer de cette gravure qu'il avait placée dans ses écrits une idée de ce que pouvait être le Wetzwerk. C'est-à-dire, en fait, un édifice assez massif, avec un porche, et des tours qui encadrent, qui flanquent le massif. Alors, en ce qui concerne les tours et leur nature, on n'est pas très sûr de cette gravure, parce que le texte latin dit « turris occidentalis », ça veut dire des tours occidentales. Il n'y a pas d'autre précision. Est-ce que ce sont des tours à base cylindrique, à base rectangulaire, carrée? On ne le sait pas. Donc, il ne faut pas se fier sur les tours représentées par cette gravure. En revanche, nous avons la chance d'avoir encore des véritables Wetzwerk d'origine
qui n'ont pratiquement pas été modifiées, à l'exception de ces flèches qui ont été ajoutées. C'est l'abbaye de Corvey dans le Höxter, en Rhénanie-Westphalie, qui est une petite fille d'une abbaye de France, dans la Somme, comme Saint-Riquier, mais cette fois à 15 km d'Amiens, qui est l'abbaye de Corbie. D'ailleurs, en latin, c'est Nuova Corbia. Donc Corbie, Corvey, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et là, on voit véritablement l'édicule en saillie, avec le porche, et les deux tours qui flanquent, mais de base carrée. Et donc là, on considère que c'est le modèle du Wetzwerk carolingien. En France, on en a très très peu. Probablement, on peut considérer que l'église Saint-Philibert de Tournus, en Bourgogne, eh bien, est un Wetzwerk carolingien. Même si on voit bien qu'il n'y a pas d'édicule en saillie. Le clocher que vous voyez là a été ajouté au XIIe siècle et l'encadrement du portail au XIXe siècle. C'est une église en fait fortifiée, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle a des créneaux, des machicoulis et puis des meurtrières. Mais ce qui est intéressant de noter sur cette église, c'est qu'elle est quand même du XIe siècle, donc on est déjà en période assez tardive par rapport à la Renaissance carolingienne. Et là, on va sentir des influences autres que carolingiennes, notamment, et j'y reviendrai, des influences ottoniennes. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons ce qu'on appelle des lézènes, c'est-à-dire des barres de maçonnerie verticale en saillie qui encadrent une arcature. Cette arcature est d'origine lombarde. D'ailleurs, en histoire de l'art, on appelle ça la bande lombarde. Or, que vient faire une bande lombarde dans un Wetzwerk carolingien? Parce que justement, les lézènes et les bandes lombardes ont été utilisées, comme on va le voir, avec les Wetzwerk ottoniens. Donc là, on sent qu'il y a déjà une influence, on perd la caractéristique qu'on a vue tout à l'heure à l'abbaye de Corbeil du véritable Wetzwerk carolingien. En Normandie, en Seine-Maritime, là aussi, construction du XIe siècle, mais déjà on se rapproche quand même du Wetzwerk carolingien avec, avec son édicule, pas que je me trompe de bouton, avec son édicule en saillie, son porche, et ses deux tours carrées, bon, qui s'octogonalisent en partie supérieure. Là, on peut se poser la question de savoir pourquoi, à Tournus, on avait cette influence ottonienne. Ben, tout simplement parce que l'Empire ottonien a incorporé une partie de la Bourgogne, qu'on appelle la Bourgogne transjurassienne. C'est-à-dire un peu la Franche-Comté, si vous voulez. Et donc, la Bourgogne qui était restée franque, finalement, c'est ses voisins. Hein. Donc, on peut comprendre cette influence. En Auvergne, nous n'avons pas de Wetzwerk. Nous avons, tout au plus, un clocher-porche que vous voyez ici, du moins ce qu'il en reste, puisque aujourd'hui, à l'abbaye de Moza, vous avez ce clocher-porche, mais seule cette partie-là est de l'époque, c'est-à-dire donc fin Xe siècle. Le clocher qui est ici a été rajouté au XVe siècle, après le séisme de 1490. Donc, en ce qui concerne la France, très peu de Wetzwerk carolingiens, et en Auvergne, pour ainsi dire, pas. L'Empire carolingien n'a pas perduré. Les royaumes qui étaient inclus dans cet empire, en fait, ont été reconstruits suite au partage du traité de Verdun en 843 entre les trois petits-fils de Charlemagne. C'est-à-dire donc Charles le Chauve, Lothaire Ier et Louis le Germanique. Mais ce qui est intéressant de savoir, à cette époque-là,
l'Empire n'existant plus, il y avait un roi saxe, un roi de Saxe, un roi saxon, du nom de Othon, qui admirait Charlemagne et son œuvre et qui voulait rebâtir, reconstruire un empire. C'était un excellent militaire et il a beaucoup aidé le pape, notamment contre les invasions et les guerres lombardes. Si bien qu'en 962, le pape Jean XII le couronne empereur. Et il devient empereur du Saint-Empire romain germanique. Ses successeurs, Othon II, son fils, son petit-fils Othon III, bénéficient du concours de Gerbert d'Aurillac pour relancer un renouveau, notamment en matière d'architecture. Alors je vais faire une petite digression sur Gerbert d'Aurillac parce que quand même, c'est un personnage absolument exceptionnel. C'est pas parce qu'il est auvergnat, mais tout simplement parce que vraiment, il a une place extrêmement importante dans notre histoire. Il est né, comme son nom l'indique, à Aurillac ou tout proche, à proximité d'Aurillac. Il est né vers 945, mais c'était un personnage extrêmement brillant, d'une très très grande intelligence, aimant les mathématiques, au point d'inventer un moyen de faire des calculs. Vous savez qu'à cette époque-là, on faisait des calculs avec les chiffres romains. Alors faire des additions ou des soustractions avec les chiffres romains, c'est pas trop compliqué, mais faire des multiplications et des divisions, c'est quasiment impossible. Eh bien, Gerbert d'Aurillac a inventé un abaque et un tableau. C'est l'inventeur du tableur. Et a inventé un tableau pour faire des calculs grâce à l'utilisation, et peut-être qu'il a été le premier, on n'en est pas sûr, grâce à l'utilisation des chiffres indo-européens, indo-arabes, pardon, excusez-moi, indo-arabes, c'est-à-dire ceux que nous utilisons aujourd'hui. Il a été remarqué par Othon Ier, Othon le Grand, parce que Gerbert d'Aurillac était devenu écolâtre de Reims, c'est-à-dire le grand professeur, le grand maître de l'école chrétienne. Et Othon Ier lui demande d'assurer l'éducation de son fils Othon II. Donc Gerbert d'Aurillac devient précepteur d'Othon II. Le problème, c'est que Othon II meurt à 28 ans et laisse un enfant en bas âge, Othon III, il a 3 ans, et c'est sa mère, Théodora, qui, elle, va assurer la régence. Et elle demande évidemment à Gerbert d'Aurillac de continuer d'assurer ses cours et son éducation auprès de son jeune fils. Et finalement, les trois, Othon II, Othon III et Gerbert d'Aurillac, vont faire en sorte de marquer l'empire du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire avoir une culture particulièrement différente de celle de Charlemagne. Si bien que le Wenzwerk ottonien reste une évolution, bien sûr, du Wenzwerk carolingien avec une influence byzantine. Et cette influence byzantine, il ne faut pas chercher trop loin pour savoir d'où elle vient, parce que la mère d'Othon III était une princesse byzantine, elle était fille de l'empereur de Byzance. Donc évidemment, elle a influencé les constructeurs. Là, on a la chance parce qu'on est déjà au début du XIe siècle, au pire à la fin du Xe, on a beaucoup de Wenzwerk ottoniens, particulièrement en Allemagne évidemment. Là, vous avez l'exemple type, comme pour le Wenzwerk carolingien, nous avions l'abbaye de Corbray, et bien ici, c'est l'abbaye Saint-Pantaleon de Cologne. Alors, quelle différence y a-t-il entre le Wenzwerk ottonien et le Wenzwerk carolingien? Eh bien, je serais tenté de dire c'est sa rotondité. Là, on n'est plus vraiment avec des tours carrées, la base carrée. L'édicule en saillie, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on retrouve ce qu'on avait vu à Tournus, c'est-à-dire les lésènes
qui sont ici. Et puis c'est les ailes, comme vous pouvez le voir ici, et en plus, mieux encore là, elles sont coiffées, si je puis dire, ou flanquées d'un pilastre. Donc c'est quelque chose de vraiment très esthétique qui a été recherché. Et là, on retrouve l'arcature de la bande lombarde. Donc là, on a bien le type, le modèle du Wetzwerk ottonien. L'église cathédrale Saint-Cyrien de Genrode am Zarz, eh bien, voilà, on voit bien là, cette rotondité byzantine. C'est clair, c'est imposant. À remarquer qu'il n'y a pas de porche. Non, il est ailleurs. Alors on entre sur le côté nord. Voilà, la cathédrale de Trèves, je dirais que c'est un Wetzwerk carolo-ottonien. Carolo parce qu'effectivement, là, on a bien les deux tours carrées, et ottonien parce qu'effectivement, aux extrémités, on a bien des tours à tendance sphérique. Elles sont d'ailleurs sphériques. Et bon, on a les porches d'autres. En France, on n'a qu'une seule, je dirais un seul vestige de Wetzwerk ottonien, c'est l'église cathédrale Vieux Saint-Vincent, qui date du début du XIe siècle, où on retrouve des tours à tendance, puisqu'on est octogonal, hein, donc on est déjà un peu plus loin du carré, mais un peu plus près du cercle. Et puis, on retrouve effectivement ces arcades qui reprennent un peu les arcades lombardes. C'est le seul vestige qu'on ait en France. Oh, je vais trop loin. Abordons maintenant la période qui nous est particulièrement chère, en tout cas pour cette conférence, c'est la période romane. Alors là, on est mais complètement à l'opposé du Wetzwerk. Vous avez vu, les Wetzwerkers étaient massifs, très imposants, alors que la façade romane, c'est tout à fait le contraire. C'est une rupture complète avec la massiveté, la grandeur et la somptuosité. C'est d'une extrême simplicité du frontispice. On a presque tendance à revenir aux anciennes façades des basiliques romaines. Basiliques civiles romaines. En fait, la façade occidentale romane, elle est construite à partir d'un mur rectangulaire, d'un pignon, quelques ouvertures et évidemment un portail central. Et là, le visage de l'édifice, il est complètement différent. C'est dans la simplicité, et cette simplicité peut quand même mener au sacré. Donc vous voyez, l'esprit roman est totalement différent de l'esprit ottonien ou carolingien. Un carré, un rectangle, un pignon, quelques ouvertures, un portail, et on a une façade d'église romane. Église de Montpensier dans le Puy. On ne peut pas plus simple. On ne peut pas plus simple. Donc vous voyez vraiment, je dirais, l'énorme différence entre enfin même pas le Wetzwerk, les Wetzwerkers par rapport aux façades romanes. Ces façades occidentales ont évolué au cours des siècles. Je vous ai montré là deux façades intéressantes, l'une au XIe siècle et l'autre au XIIe siècle. Alors, chez nous, là, en Auvergne, façade du XIe siècle, c'est Châtel de Neuvre, et puis façade du XIIe siècle, c'est la cathédrale du Puy. Donc, on voit l'évolution, mais on est quand même très loin des Wetzwerkers. J'ai choisi le Poitou, parce qu'entre l'Auvergne et le Poitou, il y a une grande communion. On rappelle que l'Auvergne était en Aquitaine à cette époque, et que de nombreux moines du Poitou sont venus se réfugier en Auvergne, notamment à Saint-Pourçain, notamment à Ébreuil.
Et donc ici, vous avez l'église de Melle, petite église très simple, et la très belle église Notre-Dame la Grande de Poitiers. Alors, elle est effectivement très décorée, mais sa façade n'est pas monstrueuse comme le sont les Wetzwerke. Le principe d'architecture, c'est un point qui est fondamental. C'est par la géométrie et l'arithmétique que les rapports des dimensions se déterminent, que les plus difficiles questions de proportion se résolvent, que les opérations graphiques sont mises au service de l'imagination et de la réflexion. Je recommande l'emploi d'une mesure commune de certains triangles déterminés, le triangle équilatéral, et le triangle rectangle pythagoricien. Vitruve, un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ, suivi par un de nos plus grands génies dans l'architecture, qui, lui, a écrit « On ne saurait nier que la géométrie est le point de départ, le principe de l'architecture, que parmi les figures géométriques, la plus parfaite est le triangle, que de tous les triangles, ceux qui peuvent se prêter le mieux aux lois de la statique et aux divisions proportionnelles sont le triangle équilatéral, et ce triangle dont la base est à la hauteur comme 4 et à 2,5, engendré par cet autre triangle rectangle donnant 4, 3 et 5, le fameux triangle pythagoricien. Qui, l'auteur? Notre grand Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc nous dit le triangle équilatéral. Et puis il nous dit il y a un autre triangle intéressant, c'est le triangle 3, 4, 5. Vous voyez 3, 4 et 5. Voilà. C'est le fameux triangle pythagoricien, puisque 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 16 et 9, 25. Mais Viollet-le-Duc ajoute un autre triangle qu'il dit être le triangle à 2,5. Voilà, donc 2 unités et demie. Voici ce triangle. Et ce triangle est très intéressant parce que Viollet-le-Duc l'a trouvé ici, à la pyramide de Khéops. Si nous prenons la ligne des pentes, la ligne AB, en reconstituant ici la pyramide, vous remarquerez une chose assez étonnante, c'est que la ligne AB, qui partage évidemment la base en deux parties, forme un rectangle. Or, ce rectangle n'est pas n'importe quel rectangle. Ce qui est indiqué ici, ce sont les dimensions exactes au centimètre près. Or, si vous faites la division AB sur AD, vous trouvez 1,618. C'est ce fameux nombre d'or. Et si vous faites la même chose, 3,23 sur 2, avec le triangle basé sur cette base de 4 et cette hauteur de 2,54, on va retrouver exactement le nombre d'or. Donc il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes et même surprenantes. Viollet-le-Duc a, comme vous le savez, restauré beaucoup d'ouvrages en France, et en particulier 2 cathédrales, la cathédrale d'Amiens et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il a montré que la façade de la cathédrale de Paris était fondée sur le triangle pythagoricien. 3 unités, 4 unités, 5 unités. Il a montré aussi que si on prend une hauteur de 2,5, on trace ce fameux triangle égyptien et qu'on a affaire à des rencontres qui sont quand même très intéressantes.
voyez qu'il y a quand même des points qui sont particulièrement intéressants du point de vue architecture, puisque là, cette verticale qui passe par ce nœud et ce croisement des deux triangles permettent de déterminer l'endroit où vont se trouver les colonnes. Et puis là, c'est le fameux triangle équilatéral où on va retrouver, ah, ça ne se voit pas très bien avec le jaune, ici, vous voyez, une base, ici, une autre base. Donc c'est pas, comme le dit Viollet-le-Duc, ce serait se faire illusion si l'on croyait que les proportions en architecture sont le résultat d'un instinct. Il y a des règles absolues, il y a des principes géométriques. Lorsque j'ai lu Viollet-le-Duc, que j'apprécie, que j'admire, ça m'a fait comme, on pourrait dire quelque chose. Je me suis dit, mais il en a dit des choses, ce type, c'est incroyable ce qu'il a pu découvrir. Alors, j'ai cherché. Parce que je suis un chercheur, j'ai cherché. Alors, vous savez, au CNRS, il y a une boutade qui dit que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Moi, je fais partie des chercheurs qui trouvent, comme vous allez le voir, parce que j'ai pu définir un schéma conceptuel. Alors, la base de mes recherches, c'est effectivement ce magnifique clocher-porche de l'église abbatiale Saint-Léger des Breuils. Je n'arrête pas de l'admirer. Et j'ai étudié ce clocher-porche. J'ai appliqué ce que Viollet-le-Duc avait écrit dans son 9e entretien sur l'architecture. J'ai recherché des triangles. Alors, c'est pas venu tout de suite, je vous le dis tout de suite. Mais je me suis rendu compte que le clocher-porche des Breuils était construit aussi avec le triangle pythagoricien, avec d'autres triangles, et que ce qui était intéressant, c'est que l'architecte, à cette époque-là, on ne parlait pas d'architecte, on appelait ça un maître de l'œuvre, avait eu le génie de créer son porche avec des entrées d'une manière absolument géniale. Il aurait pu très bien partir des nœuds formés par la base du triangle. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Donc il serait parti là, ici. Et puis il aurait centré, à ce moment-là, les cercles rouges pour faire ses arcades. Eh bien non, pas du tout. Il a eu le génie de prendre les nœuds du triangle pythagoricien. Donc il a centré ses cercles ici, c'est les cercles noirs. Ce qui fait qu'il a pu donner des entrées sous arcade de 40% plus larges que s'il avait pris comme centre de cercle les nœuds normaux du triangle. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, on peut reconstruire, bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous allez voir, on peut reconstruire effectivement le clocher-porche de l'église abbatiale des Breuils uniquement par les triangles. Voilà. Donc on retrouve absolument tout. Le clocher-porche des Breuils, c'est un massif occidental. Il est aussi accolé à la nef. Et je me suis posé la question de ce qu'était l'ancienne façade occidentale. Or, nous avons la chance de voir que finalement, le clocher-porche qui est ici, il est bien accolé à l'ancienne façade occidentale dont on trouve ici les restes. À partir de là, je me suis dit, mais cette façade occidentale du XIe siècle existe toujours. On doit pouvoir retrouver la manière dont elle a été construite. Et c'est de l'intérieur, effectivement, puisqu'elle n'a pas été détruite, que l'on retrouve pratiquement tous les éléments. Et j'ai pu, grâce à l'informatique, faire une reconstitution de ce que pouvait être la façade occidentale des Breuils au XIe siècle.
Je ne suis pas certain que c'est exactement la même, mais je suis convaincu que j'en suis pas très loin. À partir de là, on va retrouver donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, la simplicité de la construction des façades occidentales romanes. Le rectangle, le pignon, une symétrie. Ah, mais je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, il y a aussi des triangles. Si, à partir de ce triangle, je construis un triangle réciproque, et là, on s'aperçoit que au nœud, là, on a effectivement déterminé l'endroit où sont placés les contreforts. C'est pas par hasard. Si je fais un autre triangle, et je fais son symétrique, je vais retrouver des nœuds. Je retrouve des nœuds. Ça me détermine des horizontales. Or, cette horizontale que je viens de tracer me montre que c'est à cet endroit qu'il faut créer le portail et son tympan. De même que ici, ça me donne la hauteur du tympan, la hauteur des colonnes. Ici, à partir de ces nœuds-là, j'ai une horizontale qui me donne la hauteur des ressorts des contreforts. Et puis, si je trace une droite reliant la demi-hauteur et la demi-largeur, j'obtiens ces points-là, qui me déterminent effectivement le pignon. Si je trace depuis ce point-là, à partir du centre, j'obtiens ici la pente des toits. Ici, j'obtiens par ces deux lignes bleues encore des nœuds qui me permettent de déterminer ces points-là. Et finalement, mes pentes. Est-ce qu'on peut dire, franchement, que cette façade occidentale a été construite par hasard? Moi, je vous dis non. Elle n'a pas été construite par hasard. Parce qu'on peut aligner deux points. Deux points, c'est toujours aligné. Mais aligner trois points, alors soit c'est le hasard, ou soit c'est volontaire. Et quand vous voyez ce schéma où tous les points que l'on peut relier déterminent un élément de la construction, je dis, je prétends, ça n'est pas par hasard. Et là, je rejoins le grand maître Viollet-le-Duc, rien n'est au hasard. Vous voyez? Là, cette ligne, elle donne un nœud ici. Ces deux lignes bleues et noires donnent un nœud sur lequel on peut redonner une verticale qui donne la largeur du contrefort. Et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc finalement, mes recherches m'ont conduit à établir ce que j'ai appelé un schéma conceptuel. Et je l'ai appelé schéma conceptuel des Breuil, puisque c'est à partir de la façade occidentale de l'abbatiale des Breuil que je l'ai conçu. Le voici, ce schéma conceptuel. Je l'ai un petit peu simplifié, mais vous allez voir, il est intéressant. Ça s'appelle faire une anamorphose, c'est-à-dire
on prend le schéma et on peut le moduler en largeur, en hauteur, en diagonale, mais ça reste toujours le schéma. Et le principe d'anamorphose, que je vous ai montré par cette petite vidéo, va permettre d'appliquer ce schéma conceptuel, quelle que soit la dimension de la façade occidentale. Les exemples d'application sont les suivants. Vous voyez, sur le schéma de gauche, le triangle ABC détermine une espèce de carré. Et là, j'ai aussi toute droite, des droites qui déterminent un certain nombre de choses. Mais si je rabaisse le triangle, j'obtiens un rectangle avec le pignon, et je détermine également des horizontales et des verticales qui vont préciser les éléments de construction. C'est la démonstration même que l'anamorphose peut être utilisée sans tromperie. Alors, voici quelques exemples qui sont intéressants. Alors, il y a une église en Auvergne, parce qu'on est en période romane, hein, donc le Bourbonnais, excusez-moi, n'existe pas encore. Il faut attendre un petit peu plus tard. Donc, en Auvergne, nous avons une magnifique église que vous devez certainement connaître, qui est Châtel-Montagne. Avouons que c'est magnifique, franchement. Eh bien, mon schéma conceptuel, je l'applique. On a bien on détermine la hauteur, hein. On détermine le centre de la hauteur. On détermine les contreforts. On détermine évidemment là, on détermine bon, à peu de choses près. Hein, bon, en plus c'est une photo, elle n'est pas forcément bien. Hein. Là, on détermine les bases des baies, etc., etc. Il n'y a pas de gendarme dans la salle. Hein. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Ça, c'est un dessin de Viollet-le-Duc, un dessinateur hors pair. Là, c'est encore plus précis. Côte à côte, l'ancienne façade de l'église abbatiale des Breuils sur la gauche et Châtel-Montagne sur la droite. Ça s'applique parfaitement. J'ai essayé de m'aventurer un petit peu pour voir la validité de ce schéma conceptuel. La petite église de Châtel-de-Neuvre, qui est probablement l'une des plus anciennes du département de l'Allier, hein, 11e siècle, avec Ébreuil d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que là, le schéma s'applique? Oui. Il s'applique. On détermine le centre, on détermine la base ici. Vous voyez, là c'est la base du linteau. Là-haut, là, on détermine un certain nombre de choses. C'est pas tout à fait précis, mais il faut voir l'église que c'est. Hein, c'est une toute petite église. Voilà. Prenons l'église de Bioza. Très simple également. Voilà. Le schéma conceptuel des Breuils s'applique. On va retrouver les côtés des contreforts. On va retrouver des bases, on va retrouver ici la hauteur, le centre. On retrouve quand même beaucoup de choses. Le Puy-en-Velay, sur une gravure de Jean-Abel Hugo, parce que vous savez que la façade occidentale de Le Puy-en-Velay a été complètement détruite et reconstruite à l'identique. Et on a Jean-Abel Hugo qui a donc fait cette gravure juste avant sa destruction.
Bon, et vous pourrez remarquer qu'aujourd'hui, on a exactement cette façade. Ah, la petite église de Mel, la Saint-Savinien, que je vous avais montré tout à l'heure, qui est ancienne également. Ça fonctionne aussi. Ah, là, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, un peu plus compliqué. Non, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de sculptures, et sinon, le schéma conceptuel, il fonctionne aussi. À peu près. L'abbaye aux Dames de Saintes, ça marche aussi. Saint-Vigor, à Cheux, dans l'Eure, en Normandie, ça marche aussi. Ça marche en Poitou, ça marche en Normandie. Mont-Saint-Martin, l'église Saint-Martin de Mont-Saint-Martin en Moselle, Metz par là-bas, en Austrasie, pour l'époque de Charlemagne, ça fonctionne. Et là, on a une rosace centrée. Et puis, j'ai oublié de vous le montrer là, pardon, je reviens un peu en arrière, parce que là aussi il y a une rosace, elle a été déterminée, vous voyez, par ces deux droites. Voilà. Et là, une rosace centrale. Donc maintenant, quand je me suis rendu compte que ce schéma conceptuel était, non pas universel, mais tout de même très très général, je me suis dit, il faut que je regarde qu'est-ce qui va se passer avec les autres églises. Donc pour cela, j'ai regardé la répartition des églises romanes en France, j'en ai déterminé un échantillon représentatif, et j'ai regardé quel était le nombre et le pourcentage des différentes façades. Alors évidemment, l'époque romane, il n'y a pas de département, mais j'ai préféré prendre une carte de France avec des départements parce que ça nous est quand même plus commun. Donc il fallait faire des choix. J'ai choisi de prendre, d'étudier les églises des départements qui avaient au moins 40 églises romanes. Voilà les départements qui ont au moins 40 églises romanes. Vous remarquerez que la majorité se trouve au-dessous d'une ligne La Rochelle-Dijon. On pourrait dire en dessous de la Loire. Hein. Et qu'il y en a très très peu dans la partie nord. Là où il y a des points, c'est parce qu'au XIIe siècle, on n'est pas en France. Si on regarde l'état des églises romanes en France, on s'aperçoit qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 333. Dans l'Allier, 82. Cantal, 41. Puy-de-Dôme, 51. Donc 51. Et Ardèche, 42. Et ainsi de suite. Là où il y en a très très peu, vous voyez, c'est la Bretagne, le centre Val-de-Loire, la Corse, il y en a très peu, les Hauts-de-France aussi très très peu. En revanche, en Nouvelle-Aquitaine, en Charente, il y en a quand même pas mal, 114, en Charente-Maritime 142, en Gironde 143, donc voilà. Finalement, il existe, d'après le Musée du patrimoine de France, 2327 églises romanes en France, mais qui sont des monuments historiques. Donc classés. 2327 églises romanes classées. Je ne voulais pas me lancer dans l'étude des 2327, donc j'ai préféré, en tant que scientifique, faire des statistiques, c'est-à-dire j'ai pris un échantillon représentatif, c'est-à-dire j'en ai étudié 1217, c'est-à-dire 52%. C'est déjà un travail suffisant, et je pense qu'il est suffisant pour montrer ce que je voulais montrer. Alors voilà le résultat. D'abord, je me suis rendu compte que toutes les façades occidentales n'étaient pas identiques. Qu'il y a des façades
de type schéma conceptuel des Broglie, que j'ai appelé SCE pour simplifier, en abrégé. Vous avez des églises à nef unique, par exemple là. Vous avez des églises à clocher porche, voilà, ou d'autres églises, nef unique, pardon, c'est là, et d'autres églises avec des entrées frontispice hétéroclite ou entrée latérale. Donc il a fallu quand même faire une distinction entre toutes ces églises, parce qu'évidemment, celles qui sont, par exemple, à entrée latérale, ça veut dire qu'il n'y a pas de façade occidentale. Alors voici la répartition et donc le résultat de mon étude. Je constate, et nous constatons ensemble aujourd'hui, que le département de l'Allier, en Auvergne, a 78% de ces églises qui répondent au schéma conceptuel des Broglie. 78%. C'est assez étonnant. En Bourgogne, en Côte d'Or, 68% sont des églises à nef unique. Et donc, le schéma conceptuel ne s'applique pas. Dans le Lot-et-Garonne, pour la région Aquitaine, 62%, la région là-bas, Lot-et-Garonne, 62% sont des murs clochers ou des clochers-porches. Donc là aussi, le schéma conceptuel ne s'applique pas. Dans le Roussillon, les Pyrénées-Orientales, donc tout en bas, 66% des églises sont avec une entrée, un frontispice complètement hétéroclite. C'est assez intéressant de voir ceci. Donc ma conclusion, je voulais qu'elle soit précise et donc je vais vous la lire. Sur l'idée de Viollet-le-Duc, la recherche d'éléments géométriques dans la construction du frontispice de l'église abbatiale Saint-Léger des Broglie a permis de découvrir un schéma conceptuel. L'étude d'un large échantillon statistique représentatif des églises romanes, plus de la moitié, met en lumière un nombre important de façades répondant à ce schéma. On peut donc inférer qu'elles ont été bâties sur ce modèle. En revanche, aucun texte ne permet d'affirmer que le schéma conceptuel des Broglie est le modèle originel. Toutefois, il convient de remarquer que l'église abbatiale des Broglie est l'une des plus anciennes d'Auvergne. Son frontispice a été construit dans le premier quart du XIe siècle et que la Basse-Auvergne, dont aujourd'hui le département de l'Allier fait partie, est la région qui comporte le plus d'églises au frontispice conçues sur ce modèle. Or, nous savons aussi que cette abbatiale est à l'origine de nombreuses innovations architectoniques. Dès lors, supposer que le schéma conceptuel des Broglie est le modèle des frontispices des églises romanes ne semble pas complètement inadéquat. Voilà, je vous remercie.